les événements, il y a des moyens, il faut abroger la loi d'amnistie. En ce moment, les dossiers ressortent. On saura qui a fait quoi. Mais on ne peut pas accuser le président de la République qui est au sommet de la pyramide, qui a défendu la République, de dire qu'il est responsable de meurtre. De quel meurtre il est responsable? Le président a-t-il donné l'ordre à qui que ce soit d'aller tuer des jeunes? Donc c'est un récit qui est contraire à la réalité. Il est totalement en déphasage avec la réalité. Donc je n'en dirai pas plus parce que ce sont des faits amnistiés. Je ne vais même pas en parler. Mais bon, comme le sujet il est toujours sur la table, j'ai vu des gens qui se sont permis de faire des campagnes, vraiment de campagnes pour calomnier. Mais comme je suis un homme politique, j'accepte tout cela. Ça fait partie du jeu. Il faut avoir les capacités de contenir toutes ces agressions, qu'elles soient verbales, parfois même physiques. Ça fait partie des règles du jeu en politique. Et je suis suffisamment préparé pour faire face à ce genre d'événements. Mais voilà ce qui s'est passé. Et je pense que nous avons tous intérêt au Sénégal à tourner la page et à regarder l'avenir. Parce que le Sénégal a montré encore une fois que c'était une démocratie mature. Et c'est un pays qui a... Beaucoup de pays n'ont pas, dans des situations pareilles, pu se relever. Heureusement que notre pays a dépassé cette douloureuse période. Je pense qu'il faut regarder de l'avant et essayer d'avancer. En ce qui concerne Madame Salissar, Sahar, pour les Black Muslims, la réparation, je salue le Ghana qui a proposé la résolution qui a été votée récemment par l'Assemblée générale des Nations unies sur un sujet très très sensible, mais un sujet très important. Puisque cette résolution montre que l'esclavage a été un crime contre l'humanité, voire le crime le plus abject. Et il y a des pays qui n'ont pas voté la résolution, beaucoup se sont abstenus, mais une majorité de pays l'a voté. Alors, je crois que la dignité humaine ne se mesure pas seulement à l'aune de la réparation pécuniaire, mais il faut qu'on voit toutes les conséquences qui ont découlé de cet état de fait historique où pendant 4 siècles, des puissances sont venues en Afrique, prendre les personnes, les réduire en esclavage et les ramener en Amérique ou dans les Amériques pour des raisons économiques. Et en leur niant bien sûr leurs droits les plus fondamentaux. Je crois que nous ne devons pas oublier cela et plus jamais un tel trafic d'êtres humains. Donc il faut tout faire pour que cette prise de conscience soit permanente dans la tête des uns et des autres. Maintenant, le reste, c'est l'affaire des États, encore une fois, pour voir est-ce qu'on va aller vers la réparation et comment y aller. Ça, c'est un sujet qui ne va pas être simple. C'est un sujet, je vous dis d'emblée, qui ne va pas être simple, parce que, encore une fois, il s'agit des États. Et certains qui ont aussi des capacités de bloquer ne sont pas d'accord. Mais il faut que toujours ceux qui sont les bonnes volontés continuent à plaider. Mais moi, je pense que ce débat est important, c'est surtout par rapport à la mémoire. Par rapport à la mémoire, plus jamais ça. Et il faut aussi qu'on continue à lutter contre le racisme et tout ce qui découle de cette négation des personnes qui ont été l'objet de cette traite des Noirs. Donc voilà ce que je voulais vous dire en vous remerciant pour votre question. Maybe she's not here. No one is. Dr. Ledwin is not here, but Ledwin had to leave for something pressing that came up. So I'm just going to summarize the answers to the questions. The first question from Kabine was not really a question, but a comment and thanking the president for an event that took place where
there was a funeral and he had to send a delegation to support the family. The next question which was asked was with reference to violence that took place in Senegal, and several young people lost their lives, and this was when His Excellency was president. And he has been very clear in his statement. He served Senegal for 7 years as president and served another 5-year term. He had led a constitutional reform that actually reduced the term of office of the president from 7 to 5. So that's why he served one term that was 7 and another term that was 5. And at the end of both terms, he left as president. But in the course of his mandate, the country went through some very, very difficult times, which led to enormous violence within the country. That also, as president, he had to ensure the security of his country and ensure that democratic principles continue, because the violence was really orchestrated by people who wanted to come to power by using violence. But in the course of the process, he actually, the judicial processes were put in place for people who were responsible for these acts of violence. And he actually granted amnesty to those people, some of who ran for elections after him and became president, that he handed power to. And this question keeps coming up, and he just wanted to make sure that it was addressed and that we can begin to look forward. Senegal as a country has strong institutions and was able to withstand the process and the transition. That's something that should be celebrated. With reference to the question about reparations, first he starts by congratulating Ghana for leading the movement to get the resolution in the United Nations, recognizing the slavery. Something that the world must never forget, because for 400 years, human beings were treated as less than human beings were supposed to be. But the question is, and we must not forget, and we must continue to have this discussion. We need to continue to advocate for it, but also we have to understand that the question of reparations is not a simple one. It is one that we would have to develop a consensus. It would take time, but we have to continue working towards it. We also have to recognize that racism continues to be a big challenge for the world, and that's something that we need to address. And I think it begins by recognizing what has happened in the past, and then we can figure out how we move forward. Thank you. Thank you so much. We're going to pass on a little video script while the technical team is working on that. Madam Coulibaly, you just pulled my shirt and you said His Excellency did not answer your question. Is that correct? Okay. 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 Thank you. Wonderful. Wonderful. And the next question. So what I'll do, I'm going to take the next series of questions while the technical team is getting ready. If by the time you finish your questions, the videos are ready, we'll pause. We'll get to the videos, and after the videos, His Excellency will answer them. So the first question here will be from Mr. Fall Diop, professor in NGO, 1,000 Shades of Women's internationally. So his question focuses on poverty and education. Professor, thank you. Merci. Je m'appelle Aline Fall Diop. Je suis un citoyen sénégalais et je suis très ravi d'être parmi vous. Et nous avons devant nous
le meilleur président de la République que le Sénégal n'a jamais connu. Et je vais vous dire pourquoi. Le Sénégal est un petit pays, mais est une grande nation, comme vous le savez. En 2012, quand il est venu au pouvoir, le Sénégal n'avait pas suffisamment d'énergie pour éclairer une ville en 2012. Et maintenant, le Sénégal exporte même de l'énergie au-delà. Il a tellement fait pour le pays. Tout ce que les gens se racontent et se disent ce qui s'est passé au Sénégal, nous étions témoins. C'est de l'insurrection qu'on a connue. C'est des jeunes qui ont été manipulés, traversés, travestis, brûlés. Et ils ont fait en sorte que le leader a même dit de plus en plus de morts, de plus en plus de pression sur lui pour qu'il quitte le pouvoir. On l'a entendu, c'est des leaders qui l'ont dit. Et lui, en tant que chef de l'État, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que devons-nous faire en tant que chef de l'État d'un pays où vous avez devant la nation et les hommes, vous avez dit que vous allez protéger ce pays contre vents et marées. Vous allez protéger l'intégrité de ce pays contre vents et marées. What we say here, a domestic terrorist all the time. Those was domestic terrorists. You think that would have happened here in US? Couple kids with their leader, thirsty of power, would have run to the street and just to take the power in Washington? That will not happen in US. Do you know a country that would have happened? Just in Senegal, La Teranga. And at the end of the day, those people who are supposed to pay for what they did, but they did not. He himself, a peace man, knowing that if I leave this country with this chaos, it's going to be tough to recover. Let me plant a law, amnesty, that will erase everything so you go back to normal. That's what we did. If they think they have the right with them, that amnesty is right there sitting. They have over 130 senators in the parliament. They could use that and get the amnesty out, and the world gonna wash and see who was right and who's wrong. You know, I'm a Senegalese, and that subject is very important to me. I know. I'm a move on. Okay. I'm not. Your point, sir, with all respect, your point is well articulated, well appreciated in this room. Thank you. Thank you. Thank you. And so now we're going to have a question from Babaka Ba, representing Forum du Justiciable, all the way from Senegal. So let's listen, let's pause and listen to the video. Please give me your ears. Thank you. Thank you all the way from Senegal, Mr. Ba.
I'll take the last question for this series, and that will be from Mr. Mustafa Abakar, Vice President and Principal Representative of House of Africa at the United Nations. And his question focuses on youth participation. Thank you, Mr. Mustafa. All right, thank you. I will go to ask my question in French. Merci, Son Excellence, Monsieur le Président, pour votre timing et d'avoir programmé cela pour discuter avec les organisations de la société civile. Je m'appelle Mustafa Bakar, je suis du Tchad et je représente House of Africa ici au sein des Nations Unies. Ma question, elle est axée beaucoup plus sur la participation de jeunes. Si vous êtes élu en tant que secrétaire général, comment veillerez-vous à ce que les jeunes soient non seulement consultés, mais intégrés de manière significative dans les processus de la gouvernance multilatérale? Plus précisément, quels mécanismes concrets pour responsabiliser la participation des jeunes africains à la diplomatie, la consolidation de la paix, la gouvernance numérique et aussi à la négociation sur le développement durable? Merci. Thank you. We'll now have an opportunity to get responses from Your Excellency. Thank you. Thank you very much. Merci beaucoup, Madame Koulibaly. I have to come back to your question. Sorry, I did not pay attention. Oui, vous avez parlé du récit, qui est le nouveau récit de l'Afrique pour la paix mondiale. Et surtout, vous avez fait mention de l'agenda 2063 et que l'Union africaine était un moteur du changement. Vous avez raison. Vous savez, l'Afrique a une population extrêmement jeune. L'âge médian, l'âge moyen est de 19 ans en Afrique aujourd'hui, quasiment. Sur une population de 1,5 milliard d'habitants. Au moment où nous parlons, population qui est projetée à 2,5 milliards en 2050, donc dans 24 ans. Alors, cette jeune population pose des défis. Défis pour sa prise en charge dans l'éducation, dans la formation, dans l'emploi, la problématique des migrations. Et c'est pourquoi il est essentiel que toutes les politiques publiques, d'abord à l'échelle de chaque pays, mais également à l'échelle du continent et au plan global, ces problématiques doivent être prises en compte pour éviter justement que ce potentiel qui doit être une force motrice ne se transforme en défi majeur, notamment sur les questions de migration, sur les questions aussi de radicalisation, parce que l'Afrique est devenue malheureusement le ventre mou de la lutte contre le terrorisme international. Nous devons veiller pour cela à ce que de nouvelles perspectives d'emploi à travers la valorisation des ressources naturelles africaines sur le continent. C'est-à-dire qu'il faut développer cet accès ou cet égal accès aux opportunités pour l'ensemble des pays dans un partenariat gagnant-gagnant. L'Afrique ne doit pas être seulement un pourvoyeur de matières premières, mais elle doit transformer ses ressources sur place. Cette transformation lui donnera et de la valeur ajoutée, donc de la richesse et des emplois. Et ça, c'est vraiment toute la problématique qu'il faut regarder sur ces minerais critiques africains, sur les métaux stratégiques, sur l'énergie, le pétrole, le gaz, etc. etc. Donc, il y a quand même vraiment de grandes réflexions qu'il faut mener dans cette perspective de cette nouvelle architecture financière internationale. Et c'est comme ça qu'on pourra atteindre et dépasser les ODD qui ne seront pas achevés en 2030, clairement, mais dans ce qui pourra venir après, avec l'accord des États membres, on pourra voir quels sont les nouveaux paradigmes. Partir de ce que nous avons, le valoriser, faire les efforts internes. Pour cela, il faut lutter contre les guerres en Afrique. On a des situations
terribles au Soudan et dans certains pays, lutter contre le terrorisme et mettre le focus sur le développement, l'éducation, mais aussi que cette jeunesse formée, éduquée, sera un très grand apport pour l'Afrique dans cette société où l'intelligence artificielle sera et est déjà devenue le moteur transformateur. Ayant une population jeune, ça doit être un atout et non pas un défi. Pour ce qui concerne Alioune Fall Diop, je le remercie, bien sûr. Je sais qu'il a parlé avec le cœur et je le remercie pour ses propos. M. Babacar Ba du Forum des Justiciables, je le remercie depuis Dakar. C'est un homme d'équilibre, un homme d'engagement. Mais je crois que sa question a déjà été prise en compte. C'est le rôle que nous entendons jouer avec la société civile dans le nouveau paradigme. Je pense que avec ce contact et la confiance qui sera établie, nous pourrons absolument donner un rôle plus important tout en créant aussi les conditions de confiance entre la société civile et les États membres, la société civile et l'Organisation des Nations Unies à travers ces différentes entités et structures. Enfin, M. Moustapha Bakar du Tchad, House of Africa, pour la participation des jeunes, il y a eu récemment le sommet avec les jeunes à travers l'ECOSOC. Comme nous l'avons dit, la jeunesse est aujourd'hui la majeure partie de la population. Jeunesse, si on y met les femmes en plus, on a là deux cibles qui doivent occuper toutes nos préoccupations. Il y a ce qu'on peut considérer comme les jeunes qu'il faut intégrer dans les processus de consultation et voir comment les faire participer aux dynamiques. C'est une chose qu'il faudra encourager, mais pour moi, c'est une chose très, très minimaliste. Très minimaliste parce que vous pourrez intégrer 100, 200 jeunes, même 1000. Mais c'est quoi par rapport aux milliards de jeunes? Donc, au-delà de cette intégration dans les mécanismes, il faut promouvoir les politiques de jeunesse, promouvoir l'autonomisation des jeunes. Et j'ai au Sénégal aussi lancé un organe qui est un peu la banque des jeunes et des femmes. Je l'ai appelé la délégation à l'entrepreneuriat rapide DAIR pour les femmes et les jeunes. Alors, cet entrepreneuriat rapide, c'est important le terme, pour développer l'entrepreneuriat, puisque l'emploi salarié ne peut pas être une réponse. Donc il faut développer l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat demande du capital, souvent que les jeunes n'ont pas, demande des garanties, les banques demandent des garanties que les jeunes ne peuvent pas donner, et il a fallu créer des mécanismes pour justement éviter que ces obstacles d'accès au crédit ne soient des barrages définitifs. Et je pense que c'est un modèle assez intéressant qui se poursuit. Et même j'ai beaucoup travaillé à l'époque avec la Banque africaine de développement, avec certains partenaires au développement qui ont mis de l'argent dans cet organe pour atteindre le maximum de cibles femmes et jeunes. Et donc, au-delà, il faut voir comment financer l'entrepreneuriat des jeunes dans le monde, surtout dans les pays en développement. Et donc, tout ce qu'on a dit aussi sur les opportunités, les chaînes de valeur, c'est ces financements qui permettront l'emploi, mais aussi le développement de l'entrepreneuriat. Bien sûr, en ce qui concerne les jeunes engagés dans la diplomatie, tout comme la société civile, on pourra renforcer leur implication dans les processus qui sont déjà existants et qui seront donc consolidés. Voilà ce que je voulais dire, chers amis, en vous remerciant encore une fois pour votre disponibilité. Je sais qu'on aurait voulu rester encore plus longtemps, mais nous avons aussi quelques obligations, que l'agenda se poursuit. Et encore une fois, merci à vous tous. Merci à la société civile. Yes, so ma'am, your question is well taken.
someone from your organization. Okay. 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 Your Excellency, my name is Ambassador Jofal. I'm from Senegal. I'm the president and founder of 1,000 Shades of Women Foundation. We are in 5 different countries in Africa. We are in Pakistan, Bangladesh, and Bhutan. And we've been doing a lot of humanitarian action all over Africa without no fundings. So what you were saying, I really respect that. And my question is, and everybody in this room from the civil society can attest of my job. That's why I make that statement. So, Your Excellency, with all protocol duly observed, I wish to sincerely thank you for opening this important space for the voice of civil society. My question is, what concrete action will you take to ensure women and youth are not just included, but empower our leaders and shaping into the future of our world? In French, quelles mesures concrètes prendrez-vous pour faire en sorte que les femmes et les jeunes ne soient pas seulement inclus, mais véritablement autonomisés en tant que leaders dans la construction de l'avenir et du monde? Parce qu'on pense que today's footprint is tomorrow's legacy. And today we're here because of your legacy. Thank you. And thank you so much. Thank you so much. Before Your Excellency intervenes on that, we had a total of 48 questions for this session. So what we have done is the questions we saw that kind of has a semblance to other questions that His Excellency has already addressed. We kind of, not that they are not important, they are very important, but we cannot put them away because he has addressed key areas of those questions. So this will be the last of questions that His Excellency will address. After him, we'll have the Queen Mother say something. And after that, then His Excellency and his entourage will be out. We want to make sure that everybody who is here has an opportunity to take a picture with Your Excellency. So